Est-ce que vous êtes en ce moment dans les transports ou dans votre voiture entre votre travail et votre domicile? Et peut-être même que vous pestez sur ce temps qui vous est imposé et que vous perdez. Alors, ce qui est génial pour les podcasts, c'est que c'est un moment idéal pour les écouter. Et c'est sans doute ce que vous faites en ce moment. Donc, je suis Grégory Pouy et sur Vlan, on parle de l'évolution de la société dans la révolution industrielle qu'on est en train de vivre à travers le digital. Et justement, aujourd'hui, je reçois Bruno Marsloff, qui est un sociologue, qui est le fondateur du groupe Chronos et qui est un expert de la ville et de la mobilité. Et avec Bruno, on parle du rapport de la ville et du travail, de l'intégration de la data, du rôle des GAFA, en particulier de Google, sur les villes, sur le modèle du travail de demain, sur la relation à la ville. Et en fait, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment, justement, à travers le digital, on peut envisager le travail de demain autrement, en particulier sur le télétravail, donc le travail à la maison, mais aussi, pourquoi pas, d'envisager de travailler dans des voitures autonomes. Donc, je vous laisse avec ce podcast que moi, je trouve passionnant. Et comme d'habitude, allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à tous, je suis avec Bruno Marsloff. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno, je l'ai déjà reçu sur Vlan, où on a parlé des imaginaires autour de la ville, de la vie, de beaucoup de choses en réalité, mais des projections, des désillusions de la ville. Et en fait, je disais dans cet épisode, et donc c'est l'épisode qu'on va faire aujourd'hui, on va parler du travail, parce qu'effectivement, on monte à la ville pour travailler et finalement on reste dans la ville principalement où on va dans la ville, même si on habite à l'extérieur, principalement pour travailler. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que je pense que l'une des premières bonnes questions, c'est de savoir qui construit la ville, qui fait cette ville. Donc il y a évidemment les habitants, mais il y a aussi les gens qui viennent pour travailler, mais il y a aussi, j'imagine, les politiques, enfin il y a les GAFA, évidemment, donc toutes les grandes entreprises technologiques. Donc qui construit la ville aujourd'hui ? On sort d'un siècle où la ville a été très largement déterminée, à la fois sur un plan théorique par toute une série de protagonistes avec en tête Le Corbusier et sa vision de la ville fonctionnelle, qui intégrait très puissamment la question de la voiture, sans qu'il ait eu suffisamment de compréhension de ce à quoi ça nous menait. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça nous mène à une impasse, puisque cette ville, en fait, est une ville qui prolifique, tentaculaire, qui n'a cessé de s'étendre et qui aujourd'hui conduit à toute une série d'impasses. Donc ça, c'était une ville fabriquée par la filière automobile, très largement, puisque c'est ça qui a très largement déterminé la construction de la ville et la philosophie de la ville. Souvenons-nous de Pompidou, qui encore, dans les années 60, disait qu'il fallait refaçonner la ville pour la voiture et qui envisageait de défoncer Paris pour encore élargir les autoroutes urbaines, etc. Ce dans quoi c'était allègrement engagé des grandes cités comme Los Angeles, etc. Ou Brasilia d'ailleurs, qui est un concept hyper intéressant. Absolument, Brasilia qui était un disciple de Le Corbusier, donc c'est assez fascinant. Donc là, on était dans un consensus sociétal, puisque la voiture c'était la liberté, etc. Aujourd'hui, il y a un autre consensus qui se forme, et dans lequel, en fait, qui a en commun, pour en tout cas des citadins, du rejet de la voiture. Bon, avec des nuances, on voit bien les débats qui ont eu lieu, notamment entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, et on voit là toutes les difficultés entre des Parisiens qui, eux, n'ont plus besoin de la voiture et ne l'utilisent plus, et des gens qui habitent en dehors de la ville, qui, eux, ont absolument besoin de la voiture. Donc, on a des contradictions, mais il y a quelque chose qui est certain et qu'on avait eu l'occasion d'évoquer lors de notre précédent entretien, c'est en fait la difficulté de ces thromboses et de la transformation que ça apporte à la ville. Donc, un des fantasmes, un des rêves, une des solutions qui aujourd'hui se présente réside très fortement dans le numérique. Dans une approche très solutionniste, c'est un problème et je t'apporte une application. Donc en fait, on est problème, application, donc on est dans la résolution immédiate. Ce qui en fait ne résout strictement rien et qui souvent va amplifier le problème.
Prenons un exemple. Il y a 3 ou 4 ans, j'ai été invité par Google à disserter avec d'autres experts sur la smart mobility. Et finalement, j'ai produit une réflexion autour de Waze, et qui disait « Waze est-il intelligent, smart ?» Et j'ai répondu que si Waze avait toutes les apparences de l'intelligence, avec la mobilisation de données massives, l'utilisation d'algorithmes, le caractère prédictif de ces usages, en fait, et d'ailleurs une utilisation très conséquente. Et puis le communautarisme. Voilà. Bon, donc, mais en fait, est-ce que c'est intelligent au sens de l'intérêt général? Et là, il faut répondre non, parce qu'en fait, en fluidifiant ce qu'il peut fluidifier du trafic, Waze encourage le maintien d'un parc automobile de voitures particulières abondant, et en fait ne fait que reculer l'échéance de la thrombose. Donc, je pense qu'il faut se méfier du solutionnisme. Et ça renvoie à une question, pour revenir à votre interrogation. Là, il y a des nouveaux acteurs qui s'installent. Quand on pense à Google, Google est déjà dans la ville depuis très longtemps, avec Google Maps, Google Street View, Waze, etc. Ils ont racheté Waze, effectivement. Et aujourd'hui, en fait, ils accentuent cette prégnance sur la ville avec l'arrivée de Sidewalk Labs. Alors, disons 2 mots de Sidewalk Labs. C'est une filiale d'Alphabet, hein, la maison mère de Google. Et il y a 2 ans, ils ont imaginé là de créer un bras armé de la ville, qui est donc Sidewalk Labs, qui est dirigé par un ancien CEO de Bloomberg, qui a été le bras droit du même Bloomberg comme maire de New York. Et en fait, aujourd'hui, ils font 2 choses. D'une part, ils complètent la trousse à outils. Elle s'appelle désormais CORD, comme Coordination, pour en fait armer de plus en plus la connaissance en détail de la ville en temps réel, et fournir ces informations à ceux qui l'activent, mais aussi à ceux qui l'utilisent. Donc c'est du monitoring pour gouverner la ville, et c'est à la fois des services pour des suites servicielles pour se déplacer, comprendre la ville et l'utiliser au quotidien. Et à côté de ça, ils sont en train de créer une vitrine d'une autre ville, celle qui serait très largement déterminée par le numérique. Ça se passe à Toronto, où une friche portuaire a été mise en appel d'offres. Donc ils ont mis 50 millions de dollars sur la table, et évidemment, ils ont emporté le morceau. Et là, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, ça c'est... Le contrat s'est passé au mois de novembre dernier, donc il y a 8-10 mois. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la data. Qui tient la data? Puisqu'on sait que celui qui tient la data, il tient le pouvoir. Et aujourd'hui, de façon symptomatique, on n'arrive pas à connaître les accords qui lient le mandant, l'aménageur urbain, avec Sidewalk Labs. Et là, c'est une question fondamentale. Comment peut-on, là, avoir une absence de transparence, puisque on sait qu'aucun secteur de la ville ne va échapper au numérique, qu'il s'agisse des questions de mobilité, on voit qu'elle est omniprésente, mais c'est aussi la question de la santé, c'est la question de tous les services publics qu'on attend de la ville. Et donc, il y a une espèce de mainmise, en fait, au travers de la data, des acteurs privés sur ce qui relève normalement du régalien, hein, de l'acteur public. Donc là, il y a une question qu'il faut écouter. Ouais. Et puis, puisque vous avez posé la question du jeu des acteurs, c'est finalement quelle est la place là-dedans de l'usager? Quelle est la place de
l'ensemble de la société civile au travers de ces différentes représentations, hein, que sont les associations et autres civic tech. Et là, on voit qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer et qui revendique en fait une place dans la construction de la ville. Mais est-ce que le numérique, ça va pas permettre justement ce désengorgement? Parce qu'on peut imaginer, alors, peut-être que c'est solutionniste, mais que le numérique va permettre aux gens de travailler à distance, ou en tout cas, on va peut-être retourner à de l'artisanat dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé dans une société très centralisée parce qu'aujourd'hui, on avait des capacités Enfin, on faisait confiance aux grandes entreprises, mais c'était plus par défaut parce qu'on savait pas où trouver finalement les artisans. Aujourd'hui, le numérique, ça permet de trouver des artisans c'est facilement, que ce soit sur Etsy ou sur d'autres sites web. On peut, alors ça c'est une partie, mais on peut aussi travailler à distance à travers Internet, même si on a toujours cette suspicion en France en particulier sur mais est-ce que la personne va vraiment travailler? Est-ce que ça, c'est pas non plus... Et dans le même temps, on a aussi les coworking space. Hein, donc, c'est deux trucs qui sont quasiment opposés, finalement. Est-ce que ça, c'est pas une manière d'envisager? Et peut-être qu'aussi la voiture autonome va permettre, quand elle arrivera, en tout cas, aux gens de s'éloigner de la ville, parce que la voiture va devenir un bureau, concrètement. Alors vous avez raison de soulever la question du travail. Elle est absolument déterminante dans la construction de la ville. Et nous, chez Chronos, on s'y est intéressé très tôt, puisqu'en fait, on a fait une observation que tout le monde peut faire, mais on l'a fait très tôt, c'est que il y a un espèce de déterminisme fordiste à l'embauche et la débauche du travail, toujours à la même heure, hein, c'est le rythme fordiste. On embauche tous à 9h et on débauche tous à 17h, 18h, 19h. Et bien évidemment, avec une conséquence assez intéressante, mais tout à fait néfaste, qui est que cette espèce d'engorgement. Et lors de la dernière séance, on évoquait pleine commune, et cette espèce d'aberration de refaire de la défense 50 ans après, avec la même erreur, c'est je vais faire un endroit où je vais rassembler donc la ville fonctionnelle, où je vais rassembler l'ensemble des emplois, des travailleurs, puisqu'on a là-bas à la fois le siège de la SNCF, de Generali, de SFR, de Orange, etc., etc. Et donc on a des lignes B et D du RER qui sont parfois à 9h du matin à 250% de taux d'occupation. Donc on est dans des aberrations. Ça veut dire qu'en fait on doit calibrer l'offre de transport routière ou de transport public de sorte à absorber, et on n'y arrive pas bien évidemment, ces flux. Et après ça redescend et on peut avoir des routes ou des rames qui sont, sinon vides, du moins très très largement allégées. Donc comment gère-t-on cette aberration? Et là je pense que ce sont les gens qui ont inventé. C'est Michel de Certeau, le sociologue, qui dans l'invention du quotidien, qui disait « la ville s'invente sous les pas du marcheur ». Et je pense qu'il y a une capacité en fait de bricolage, une capacité d'invention chez les usagers, et on la retrouve dans le travail, puisque en fait le télétravail, le travail mobile, le travail à distance, peu importe comment on l'appelle, en fait il s'est d'abord généré à partir des pratiques de gens qui connaissaient un éloignement très important entre le domicile et leur lieu du travail. C'est eux qui progressivement ont installé ces notions-là avec des organisations du temps que j'ai appelées, il y a une petite dizaine d'années, de la démobilité. Alors une démobilité, c'est une forme de décroissance, mais utile, puisqu'il ne s'agit pas d'obérer la liberté d'aller et de venir, il s'agit de réduire ce que sont les déplacements subis. Et donc cette espèce de stratégie-là, où en effet le numérique, comme vous le dites, a une place, bien évidemment. Et encore une fois, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le numérique a véritablement ses vertus à condition de le mettre à la bonne place. Donc, pas de solutionnisme, réfléchissons la ville qu'on veut. Et en fait, quand les gens sont dans ces stratégies-là, ils sont dans une stratégie d'apaisement. Et là, on voit qu'en effet, le numérique a vraiment du sens. Parce que c'est vrai que, comme on parlait dans la séance précédente, de cette volonté d'aller vers la nature, on peut envisager que le numérique, ça permet de faire ça. C'est-à-dire que, étrangement, ça permet d'habiter loin de la ville, en y allant quand c'est nécessaire,
et en travaillant malgré tout, en étant connectés. Moi, j'ai plusieurs amis qui, alors, soit habitent à une demi-heure de la ville, soit ont carrément décidé d'aller dans d'autres villes, comme au Portugal, par exemple, parce que le Portugal, c'est une capitale. Il y a beaucoup de vols entre Paris et Lisbonne. Ça prend 2 heures, c'est extrêmement rapide, c'est pas très très cher aujourd'hui. Et qui décident de complètement s'éloigner, d'aller dans une autre ville. Méfions-nous un petit peu de cette inflation qui guette le transport aérien. Bien sûr. On voit bien qu'on est déjà aux limites du système, donc de sa capacité, sans compter les effets climat liés à l'intensification de ce transport aérien. Là encore, il ne s'agit pas de brimer les usagers, mais qu'il y ait une réflexion commune sur cet intérêt. Cette parenthèse fermée, il est bien évident qu'on est aujourd'hui dans une envie, dans un désir et dans une capacité d'organiser son travail autrement. On sait aussi où se trouvent les limites. Elles se trouvent très largement chez l'employeur, qui lui est en pleine schizophrénie, ou plutôt qui renvoie son travailleur dans la schizophrénie, puisque à la fois il faut qu'il soit là à l'embauche à 9h, et c'est pas idiot qu'il bosse le soir, le week-end et en RTT. Donc là, c'est la grande schizophrénie. Donc, ce à quoi ça renvoie, c'est en fait à une individualisation des comportements. Et où à la fois on peut gérer ce à distance et en même temps être dans du présentiel, parce que le présentiel reste incontournable. Donc je pense que c'est ça qui est en train de s'inventer dans à la fois ces nouveaux espaces qui se créent, ces nouveaux espaces de travail au sein des entreprises elles-mêmes, et puis dans ces endroits déportés que sont les espaces de coworking, ou tous ces nouveaux espaces communs qui sont en train de se créer, sur lesquels il y a une vitalité formidable. Et puis arriver à gérer le quotidien, parce que si le travail est essentiel, il y a quand même le quotidien est fait de plein d'autres activités sociales, familiales, domestiques, etc., et qu'il faut arriver à gérer le tout. Et vous pensez que la voiture autonome, ça va être un espace de travail demain ? C'est le fantasme des constructeurs automobiles, c'est le fantasme des acteurs de la filière numérique dans l'automobile qui sont de plus en plus présents. La question de la voiture autonome, c'est pas celle si elle se réalisera ou pas. On est déjà très largement dans la voiture connectée. La question de la voiture autonome, il faut la poser autrement. C'est peut-on continuer à être sur cette logique d'une voiture particulière ? Donc aujourd'hui, on voit bien, et ça a été dit clairement par Carlos Ghosn, par exemple, le futur de la voiture s'écrira dans une révolution qui est celle de la voiture propre, ou pseudo-propre. On peut utiliser la voiture électrique. Voilà, de la voiture connectée, voire devenant autonome, et puis éventuellement un petit peu partagée. Moi, je retiendrai que le troisième terme, c'est, je veux dire, la solution, c'est l'éradication à terme, là où c'est possible, de la voiture particulière et au bénéfice de toutes les autres formes de mobilité. Elles sont nombreuses. Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me suis toujours demandé pourquoi, par exemple, la mairie de Paris n'avait pas bossé avant de fermer les quais, par exemple, pour réduire le flux de voitures. Pourquoi ils n'ont pas travaillé justement à développer une solution de partage de voitures ? Parce qu'il y a des acteurs privés qui le font, type Blablacar ou quoi, mais Blablacar, c'est plutôt pour des longues distances. On n'est pas trop sur du travail quotidien. Pourquoi les villes font pas... Enfin, les villes... D'abord, on peut pas dire ça parce qu'ils ont quand même travaillé, même si ça s'avère être un échec aujourd'hui, au Tolib. Aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Alors, je pense qu'il faut resituer la question dans son contexte. En tout cas, depuis le premier mandat de Lanoé, c'est-à-dire maintenant près de 20 ans en arrière, on est sur toute une série d'exercices qui visent à réduire de manière drastique la place de la voiture particulière, avec une baisse très significative des places de stationnement, une baisse de la place de la voiture dans le trafic. Donc, il ne faut pas faire un mauvais procès à Paris. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire lors de la dernière séance, plus de la moitié des déplacements des Parisiens s'effectuent à pied. Donc là, il y a des solutions qui se présentent d'évidence. Que très tôt, Paris a proposé des vélos en libre service, et donc à régénérer là cette pratique très très ancienne du vélo
Et on peut espérer que ça croisse encore. Puis n'oublions pas que Paris est sans doute la ville au monde qui a la meilleure desserte de transport public au travers de ses offres de métro, de bus, de tram, etc. Donc on ne peut pas faire le procès à Paris d'un manque de solutions alternatives à la voiture, elles sont là. La réflexion qui est en cours aujourd'hui sur quelle serait l'alternative à Autolib de Bolloré, elle est sur la table, il y a toute une série de propositions, on peut s'attendre à ce qu'il y ait là des pistes de solutions qui s'inventent. Donc, quand vous envisagez la voiture, la fin de la voiture individuelle, ou en tout cas, c'est pas être à plusieurs dans une voiture, c'est plutôt la prendre et la laisser. Non, c'est tout. Dans cette étude que j'avais évoquée la dernière fois, l'Observatoire des usages émergents de la ville, lorsqu'on a interrogé les gens sur la projection des modes de transport du futur, c'était pas des objets volants, c'était pas des drones, c'était pas la voiture volante, c'était même pas la voiture autonome. Ce qu'ils demandaient, c'est des navettes autonomes. Le premier des items qui était proposé, c'est de la navette autonome. Alors, la navette autonome, ça existe déjà au niveau expérimental, et c'est assez intéressant, parce que la navette autonome, c'est quoi ? C'est à la fois de la proximité, c'est des navettes entre des points identifiés, c'est de la lenteur, ça va pas vite, et donc, ça résume, au travers de ça, et ces automatismes, ça résume ce que ça incarne d'une ville paisible et d'une ville accessible. Donc, pour moi, avant d'arriver à ce rêve d'un imaginaire où on aurait toute une série de ressources automates ou non automates, mais qui permettraient de soulager très fortement les congestions automobiles, il va y avoir entre-temps des solutions intermédiaires, et celle du partage automobile, elle se cherche. Vous parliez de la blockchain tout à l'heure avant qu'on entame ce débat. Je lisais hier que Lyon Métropole, le Grand Lyon, en fait, est en train de mettre en place un dispositif de covoiturage dynamique, c'est-à-dire de covoiturage de proximité, à partir de la mobilisation de la blockchain. Donc c'est intéressant, on sait que c'est un problème sur lequel autour duquel on tourne depuis maintenant une vingtaine d'années, celui du covoiturage dynamique. Blablacar fait la preuve que le covoiturage longue distance, c'était quelque chose qui avait un sens et pour lequel il y avait un marché. Mais le covoiturage dynamique, on n'est jamais arrivé à le faire. Donc, est-ce que la blockchain va apporter la réponse ? Pourquoi pas ? En tout cas, c'est une quête intéressante. Donc, qu'il s'agisse du covoiturage dynamique, qu'il s'agisse de l'autopartage, qu'il s'agisse d'autres formes de partage qui sont en train de se réfléchir, on voit bien que ce sera nécessairement, ou ça devrait être en tout cas, l'érosion progressive du modèle de la voiture particulière qui a dominé tout le XXe siècle. Et pour revenir sur ce sujet du travail, vous pensez que le futur du travail dans la ville, ou le futur du travail au prisme de la ville, comment il va évoluer, lui, pour le coup ? Le travail, aujourd'hui, est en train de vivre une mutation formidable, à la fois fait d'horizontalisation, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins dans le schéma descendant de la hiérarchie et de cette organisation pyramidale qui a fait le bonheur de la période du Fordisme. Un changement du modèle de productivité également, puisque la productivité qui était dans le modèle fordiste, dans le collectif, le cloisonné, le récurrent, etc., en fait, on déporte sur le travailleur cette possibilité de fabriquer de la productivité. Parce que c'est son agilité, sa capacité en fait à s'organiser de manière extrêmement différente, mais une autonomisation. Avec des risques d'ailleurs qui sont formidables, mais en fait il y a ça, et en fait on va être dans un modèle qui change, où on passe d'un modèle
de relation aux collègues, au modèle de relation pair à pair. Quand vous êtes dans un espace de coworking, vous parlez plus avec des pairs qu'avec des collègues, ce qui élargit l'horizon, qui ouvre des possibles. Donc oui, il y a une mutation formidable du travail. Alors maintenant, c'est comment est-ce que et jusqu'où cette transformation va se porter. Je pense que la clé, elle va être dans la capacité des entreprises à épouser cette évolution, à être en phase avec cette évolution et à sortir de cette schizophrénie qu'on avait eu l'occasion d'évoquer en maintenant encore un modèle d'hier et en voulant les bénéfices du modèle de demain. Donc il faut assurer, et la clé de ça, c'est la question de la confiance. C'est pas autre chose. C'est est-ce qu'on peut être dans une relation de confiance telle qu'on peut être sur un nouveau modèle de productivité du travail ou dans lequel l'épanouissement du travailleur correspondra à une certaine satisfaction des objectifs de l'entreprise. Merci beaucoup. Et alors, ce podcast, il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi voudriez claquer la porte aujourd'hui ? Alors, la dernière fois, j'avais évoqué la question de la Smart City. Je pense que derrière ça, et on avait évoqué la question du jeu des acteurs. Et il est bien évident que Google, qu'on a évoqué, a là-dedans, tout d'un coup, la vision que la ville peut être un terrain de travail pour elle. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui, c'est la question du lobbying. La question du lobbying, elle n'est pas forcément péjorative. On voit bien que le lobbying, ça peut être tout ce qui est entrepris en contre-pouvoir de la part des lanceurs d'alerte, des ONG, de toute une série d'experts, d'acteurs qui en fait portent notre vigilance sur toute une série de dérives. Que ce soit les perturbateurs endocriniens, que ce soit les risques de thrombose de la ville, que ce soit les pollutions diverses auxquelles on est soumis et qui œuvrent pour l'intérêt général. Donc ça, c'est le volet extrêmement positif, en fait, du lobbying. Et puis, on voit bien le volet extrêmement négatif. Les histoires qui nous sont relatées depuis quelques années, voire quelques décennies, du lobbying, du tabac, avec des scientifiques qui se mettent à contribution pour défendre les intérêts de quelque chose qu'on sait viscéralement mauvais. Quand on voit, en fait, les défenseurs de Monsanto et Bayer pour le glyphosate et autres, on peut vraiment s'interroger sur la puissance de ces d'acteurs du lobbying négatif. Et mon Vlan, c'est vraiment là-dessus. Soyons extrêmement vigilants sur la puissance formidable qu'ont ces acteurs de certains intérêts. Et à tel point, il y a eu récemment, fin mai ou début juin, un coup de gueule de Delphine Batho, qui, en fait, a interpellé à la Chambre des députés l'ensemble de ses collègues, parce que, en fait, elle s'est aperçue que Monsanto Bayer avait, avant les députés même, tous les termes du projet de loi qui étaient portés sur le glyphosate. Et quand la puissance des lobbying atteint ce niveau-là, là, tout d'un coup, il faut être inquiet. Effectivement. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.